L'espace, cette ultime frontière. Un monde au-dessus de nos têtes qui fait rêver les hommes depuis la nuit des temps. Un monde noir, dangereux, inaccessible, mais un monde des possibles depuis 1957 et le fameux écho de Sputnik, le premier robot de l'espace. Je pense que nous avons dans nos gènes ce besoin d'explorer et ce besoin de comprendre le monde qui nous entoure. Depuis 60 ans, les ingénieurs envoient avec succès des centaines de robots dans l'espace. Les Russes et les Américains bien sûr, mais aussi les Français. Il faut compter avec eux. L'espace est un domaine où la France excelle, avec le Centre national d'études spatiales, Arianespace et les astronautes. Astronaute, un métier tellement dangereux que plus la technologie progresse, moins on envoie d'hommes courageux que de robots dans l'espace. On envoie des robots dans l'espace parce que, en gros, un robot coûte entre 100 et 1000 fois moins cher que les hommes. Le robot est un moyen que nous utilisons pour explorer ce que nous ne pouvons pas observer nous-mêmes. Aujourd'hui, ce n'est plus comme dans les années 60. À cette époque, embarquer pour l'espace représente un défi immense et assoit le prestige des nations qui y parviennent. Il s'agit d'une conquête de pionniers. La philosophie actuelle est complètement différente. On prépare un nouveau monde pour les hommes. Pour sauver l'espèce humaine, il n'y a qu'une solution. C'est apprendre à vivre sur d'autres corps célestes. Pour cela, les ingénieurs développent des robots incroyables. Des machines qui ne craignent ni les radiations cosmiques, ni le vide de l'espace, ni les changements de température extrêmes. Des robots quasi immortels, qui peuvent voyager des dizaines d'années à des centaines de millions de kilomètres sans obsolescence programmée. Un robot est une machine qui peut être programmée, donc qui peut être autonome ou pas. Faire un robot qui marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est là que viennent les difficultés. Un système robotique doté d'une sorte d'intelligence artificielle permet d'explorer l'espace. C'est économique et très approprié. Cela nous permettra de comprendre ce qu'il se passe sur d'autres planètes et donc de mieux comprendre notre Terre. Afin de mieux comprendre notre Terre, la Lune et les planètes de notre système solaire, il faut donc envoyer des robots scientifiques dans l'espace. Premier embarquement à bord, des robots éclaireurs. Ce sont soit des sondes spatiales, soit des landers qui voyagent pendant des décennies dans l'immensité de l'univers. Les sondes se contentent de prendre des photos et d'analyser l'atmosphère, alors que les landers ont la capacité de se poser sur les astres et de procéder aux premières analyses in situ. La génération suivante de robots est constituée essentiellement de rovers. Ce sont de super véhicules autonomes comme Curiosity, capables de rouler sur Mars. À leur bord, des instruments d'analyse et d'exploration ultra sophistiqués qui ont permis de découvrir la présence d'eau sur la planète rouge. La prochaine évolution robotique viendra de laboratoires beaucoup plus étranges, où les ingénieurs développent les cobots, des robots collaborateurs. Des robots inspirés des animaux ou des robots humanoïdes pour donner un coup de main aux astronautes, explorer les zones dangereuses et construire des bases spatiales. Et il faudra imaginer les robots qui iront nettoyer l'espace et qui aideront éventuellement les hommes à vivre sur une autre planète. Embarquement immédiat pour la fabuleuse aventure de la Space Robot Révolution. De tout temps, l'homme a toujours été un explorateur et un aventurier. Il a traversé les continents, navigué sur les océans et s'est envolé dans le ciel. Toujours plus haut, toujours plus vite. Aujourd'hui, grâce au progrès technologique, ce sont des robots qu'on envoie dans l'espace. Et la conquête commence toujours par des robots éclaireurs. Comme pour la guerre, ils effectuent des repérages. Ce sont des robots hyper simples, très fiables et capables de voyager des millions de kilomètres dans l'espace. Un milieu hostile par excellence. Il existe deux sortes de robots éclaireurs. Les sondes spatiales, ou orbiteurs, qui sont équipés d'appareils photo capables de prendre des clichés des astres survolés. Et les landers, ou atterrisseurs, qui sont des boîtes de métal bourrées de capteurs pour analyser le sol ou les particules d'une comète. Comme par exemple Rosetta et Philae, les deux robots de la mission européenne qui étudient la comète Chury. Direction les confins de l'espace, à 450 millions de kilomètres de la Terre. Au début des années 90, les ingénieurs et les scientifiques européens décident d'envoyer une sonde autour d'une comète et de déployer un atterrisseur à sa surface.
Pendant un quart de siècle, un millier de personnes réparties dans le monde entier travaillent sur le programme Rosetta, une mission quasi impossible. Le lancement a lieu le 2 mars 2004. Et après 10 ans de voyage, pour la première fois dans l'histoire, un robot atterrit sur une comète. C'est excitant. C'est incroyable. Oser tenter de se poser sur une comète. On est les premiers à l'avoir fait, ça restera dans toutes les mémoires. Hollywood, c'est bien, mais Rosetta, c'est encore mieux. C'est à Toulouse, au Centre national des études spatiales, que se situe le CONC, le Centre pour la navigation et le contrôle de la mission scientifique. 24 heures sur 24, une équipe surveille et chaperonne Rosetta et Philae, les deux robots de la mission. La première grande ambition, savoir de quoi était constitué le système solaire il y a 4,6 milliards d'années avant qu'il se soit formé. La deuxième, c'est que dans notre théorie de formation de la Terre et des océans, il y a eu des impacts cométaires à la surface de la Terre, il y en a eu de nombreux, et on peut penser que l'eau des océans provient de l'eau des comètes. Et dans les comètes, il devrait y avoir des composés organiques complexes, des molécules qui pourraient être à l'origine de la vie sur Terre. Mais pour pouvoir confirmer toutes ces théories, encore faut-il être capable d'envoyer un robot sur place. La mission est lancée. Son budget est faramineux, 1,3 milliard d'euros. Mais ce n'est rien en comparaison des 88 milliards d'euros du budget de l'éducation nationale. Le dernier acte de la mission se joue le 12 novembre 2014. Rosetta largue Philae en direction de la comète Chury. On envoie des robots dans l'espace parce que, en gros, un robot coûte entre 100 et 1000 fois moins cher que les hommes. 95% des missions ne reviennent pas. Les seules qui reviennent sont des missions dites de retour d'échantillon et elles sont très minoritaires. Donc ce sont des missions robotiques. La descente de Philae vers la comète dure 7 heures. Et le lander atterrit à 100 mètres de l'endroit prévu. On n'était pas capable de lui dire on va atterrir à tel moment exactement et dans telles conditions. Donc à bord, il avait un cerveau électronique qui était capable de prendre des décisions en fonction du moment où on atterrissait. Donc il avait ce degré d'autonomie. Un degré d'autonomie insuffisant. Un petit cerveau électronique pas assez intelligent. Normal, puisque Philae a été conçu au début des années 2000. Résultat, au moment du contact avec la comète, les harpons et les propulseurs de Philae ne fonctionnent pas. Le robot rebondit comme une balle de tennis. Une fois, puis deux. Le robot survole un cratère, puis rebondit une troisième fois, avant de se poser entre deux rochers, près d'1,5 km plus loin. Pour éviter ce genre de désagrément à des millions de kilomètres de la Terre, sans intervention possible de la part des ingénieurs, les chercheurs travaillent à présent sur des atterrissages beaucoup plus perfectionnés. Direction Turin, chez Thales Alenia Space. Ici, les premiers tests d'un scénario d'atterrissage martien exceptionnel sont effectués. Pour la première fois, les robots sont équipés de caméras. Les images sont analysées en temps réel par un algorithme qui indique le meilleur site pour se poser, sans aucune intervention des ingénieurs. Une technologie que l'on utilise sur Terre avec les drones, mais qui n'a jamais été validée pour l'espace en raison des enjeux financiers, technologiques et scientifiques. Pour les prochaines missions, c'est très important d'avoir un nouveau sens à bord. On a donc installé une caméra. Pour nous, ce sera comme si on avait des yeux. Jusqu'à présent, aucune mission n'utilisait de caméra pour l'atterrissage. Grâce à notre caméra et notre logiciel, on pourra être beaucoup plus précis pour l'atterrissage. C'est une seule chance par mission. S'il y a un problème, la mission est perdue. Et par la même occasion, des centaines de millions d'euros, voire des milliards. On a besoin d'avoir un lander complètement autonome.
Grâce à la caméra, on augmente cette autonomie. Et grâce à notre algorithme, on a une visibilité de l'endroit où l'on se trouve. On peut savoir où se poser tout en évitant les obstacles, comme les roches qui sont représentées ici. Jusqu'à présent, toutes les missions ont été pilotées par des hommes bloqués derrière des ordinateurs dans des salles de contrôle à des années-lumière de leurs robots. Un pilotage sous tension, car il n'y a aucun contact direct avec la machine. Et pour chaque décision ou chaque ordre donné au robot, il faut attendre de longues minutes pour voir ce qu'il se passe. Succès ou échec, le suspense et la pression sont toujours à leur maximum. Retour à Toulouse. L'atterrissage mouvementé de Philae n'a pas endommagé le robot. Et des milliers de données ont déjà été transmises aux équipes du CNES. Une mine d'or pour les scientifiques qui en espéraient pourtant beaucoup plus. En effet, depuis que Philae est coincé entre deux rochers, les communications sont très instables et les informations arrivent de façon parcellaire. Là, on a l'électroencéphalogramme plat. Et tant qu'on n'est pas au-dessus de cette ligne rouge qui est la puissance en fait, minimale de communication, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Depuis le 24 juin, on n'a plus de nouvelles. Et pourtant, on a positionné Rosetta par rapport à la comète au mieux dans la direction de l'antenne de Philae. Les communications demeurent insuffisantes et bloquent tout travail scientifique. La foreuse, le spectromètre qui détermine la composition chimique de la comète, les caméras et les analyseurs de gaz et de particules ne peuvent pas fonctionner. Un manque d'autonomie lié à une technologie vieille de plus de 15 ans. Si on veut faire fonctionner des instruments à bord, ça c'est nous ici, avec la planification qu'on fait ici, qui lui disons à tel moment tu devras faire telle mesure. Tu vas faire fonctionner tel instrument à tel moment. Il n'est pas capable de le décider par lui-même. Philae a voyagé pendant 10 ans. Pendant tout le trajet, les logiciels ont été mis à jour, mais les équipements n'ont pas pu être changés. Les cartes mémoire et les batteries sont moins performantes qu'aujourd'hui. Et à cette époque, l'intelligence artificielle n'en était qu'à ses balbutiements. À bord de Philae, la mémoire est de seulement 4 mégaoctets, alors que maintenant on a des clés USB qui sont à plusieurs gigaoctets. Pour les batteries, on pouvait très peu emmagasiner d'énergie, donc on a pu faire fonctionner nos instruments pendant 2 jours et demi, mais si on devait le faire maintenant, on aurait une capacité autre. Et puis par exemple aussi les caméras Shiva. On était au début du numérique à l'époque, et là on a seulement 1 mégapixel, alors que maintenant on a 18 mégapixels pour le simple appareil photographique numérique. Donc les choses ont évolué en 15 ans énormément. Malgré les silences du robot Philae, la mission Rosetta demeure un énorme succès pour la France et pour l'Europe. Ce lander a en effet réussi l'impossible en se posant sur une comète et en transmettant aux chercheurs les premières informations précises sur ce type de corps céleste très méconnu constitué de glace et de poussière. Les robots éclaireurs, première génération de robots spatiaux, ont ouvert la voie aux ingénieurs pour la mise au point de la deuxième famille de robots, les rovers, des véhicules télécommandés sur lesquels sont embarqués une multitude d'instruments scientifiques. En envoyant des landers sur des astres, les agences spatiales ont appris à atterrir, même si à chaque fois, les risques de crash restent très importants. Une fois cette technique maîtrisée, les scientifiques ont voulu aller plus loin et envoyer des rovers sur la Lune et sur Mars. Des machines qui se déplacent seules pour conquérir un plus vaste territoire. Toutes sortes d'engins ont ainsi été imaginés pour répondre à des contraintes exceptionnelles. Gravité différente de celle de la Terre, température variant de moins 140 degrés à plus 30 degrés, corrosion, radiation. Une fois les rovers conçus, les ingénieurs les ont équipés d'options ultra sophistiquées. Les rovers sont ainsi devenus de véritables laboratoires ambulants, capables de réaliser des prélèvements et d'observer des éléments au microscope. Les premiers rovers atterrissent sur la Lune dans les années 70. 30 ans plus tard, ils se posent sur Mars. Depuis 1997, 4 rovers ont sillonné la planète rouge. Au début des années 2000, on est à lancer les premiers robots martiens. Il y en a un qui a fait date, il s'appelle Pathfinder, il est à peu près haut comme ça. Et c'est dans les années 90, il était sur Mars et on a compris que pour bien explorer la surface de Mars, il fallait bouger.
il fallait rouler, il fallait se déplacer. Il y a tant de diversité sur un terrain qu'il faut aller voir chacune des roches, chacun des cailloux et l'interroger, lui demander « Et toi, d'où viens-tu? Comment es-tu fait? Pourquoi est-ce que tu es là ?» Alors, en réalisant qu'il fallait rouler, on s'est dit, enfin plutôt l'Agence spatiale américaine, hein, qui est quand même le leader dans cette discipline, s'est dit « Je dois faire des rovers, qu'on appellera en France des astromobiles, de plus en plus gros. » D'abord ce petit Pathfinder, ensuite on a décidé de faire Spirit et Opportunity. Et ces robots, eh bien, ils se sont posés en 2004 parfaitement. Ils devaient fonctionner quelques mois, rouler quelques centaines de kilomètres. Eh bien, il faut savoir que Opportunity fonctionne toujours. On a dépassé les 10 ans et il a dépassé les 40 kilomètres. Donc il a dépassé son temps de vie et faisant de très très belles découvertes. Et ce n'est que le début. Aujourd'hui, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA développent des rovers de près de 900 kg. C'est un petit peu plus classique, mais ça consiste en fait à chercher des chemins à l'intérieur des cartes qu'on a construites. Et puis après, une partie sur laquelle on travaille, qui est celle peut-être qui pose les plus de difficultés, c'est de localiser un robot sur un endroit inconnu et en l'absence des systèmes qu'on a sur Terre, par exemple comme les GPS. Alors le principe en fait, c'est que les robots puissent bouger autant que possible de façon autonome. C'est-à-dire que l'opérateur n'est pas à détailler la trajectoire que le rover doit suivre, mais plutôt juste signaler un point sur une carte et que les robots puissent s'y déplacer de façon autonome. Et c'est parti. Mais ce n'est pas si évident que cela, car sur Mars, il n'y a pas de système de géolocalisation et les boussoles ne marchent pas en raison d'absence de champ magnétique. Il faut donc trouver d'autres solutions. On donne au robot un point sur la carte du terrain, et lui tout seul, il va répéter en boucle une procédure dans laquelle il regarde autour avec 2 caméras en même temps. Et ça lui permet d'avoir une espèce de carte de profondeur, une carte en 3 dimensions du terrain. Et il va savoir, en fait, en fonction de cette carte, par quelle zone il peut passer ou pas. Et ça va être à lui, du coup, de choisir pour aller vers le but, quels sont les chemins les plus courts et les moins risqués pour l'atteindre. Pour la première phase de test en extérieur, Artemis perd le nord. Il a vu qu'il y avait un obstacle du côté gauche. Et il va essayer de passer, j'imagine, alors tout droit sur la droite de la butte. Il hésite un petit peu sur les caps. Sur les caps, je pense qu'on est trop sensible. Mais on n'a pas encore calibré en fait. On est trop sensible sur le seuil de l'erreur, mon cap. Oui. On n'a pas eu le temps de calibrer tous les capteurs. Il y a une espèce de boussole, ce qu'on appelle une centrale inertielle, qui fait entre autres la fonction d'une boussole. Et visiblement, elle est un peu biaisée. Elle ne pointe pas tout à fait vers le nord, on va dire. Pour être sûr de ne pas perdre le contrôle du robot sur la planète Mars, les ingénieurs utilisent des systèmes fiables éprouvés par Christophe Colomb et Magellan. La navigation en soi, c'est une discipline très ancienne depuis l'époque des navigateurs, donc tout ce qui est technique, tout ce qui est matériel qui a changé, mais des fois les procédures c'est la même. La navigation à estime par exemple, c'est-à-dire en ayant un cap et en mesurant une distance parcourue, c'est une façon de naviguer qui a été utilisée depuis l'époque des découvertes de l'Amérique, enfin des grands navigateurs. C'est juste que maintenant on utilise, voilà, pour savoir la distance, on compte les tours qu'ils ont fait les roues, ou bien on utilise des systèmes visuels. Et voilà, pour avoir des références de cap, on peut utiliser des capteurs modernes, électroniques, pour avoir la direction du soleil ou du champ magnétique. Dans tous les laboratoires du monde entier, publics ou privés, les ingénieurs travaillent sur l'autonomie des rovers. C'est un enjeu crucial pour les missions spatiales. Car plus on est éloigné de l'astre à explorer, plus le pilotage se révèle compliqué. Retour à Turin en Italie, Thales Alenia Space est le principal maître d'œuvre de la mission ExoMars, la première mission européenne sur la planète rouge. Budget 1,2 milliard d'euros. Le défi est immense. Dans quelques semaines, les premiers robots doivent être lancés avec 2 ans de retard. Cette mission est un immense défi. Avec ExoMars, ce sera la première fois que l'Europe envoie un robot sur une autre planète. Le module Schiaparelli devrait atterrir sur Mars début 2016. Vitesse d'entrée dans l'atmosphère, 21 000 km/h. Un parachute se déclenche pour freiner la capsule qui descend à Mach 2, 2 fois la vitesse du son. Décélération pendant 8 minutes et atterrissage en douceur dans la plaine de Meridiani à moins de 15 km/h. En 2018, le scénario sera le même, mais cette fois-ci un rover sera libéré pour partir à l'assaut de la planète rouge. Ce sera le premier astromobile européen sur cette planète. Le deuxième défi est d'arriver à contrôler le rover sur le sol martien, parce qu'il ne faut surtout pas oublier le délai. Le signal venant de Mars met environ 20 minutes pour rejoindre la Terre. Donc sur nos écrans de contrôle, on a toujours 20 minutes de retard.
Pendant les opérations, il faut bien se rendre compte que ce que l'on voit sur nos écrans s'est déroulé 20 minutes plus tôt sur Mars. Pour recevoir le signal, on a une sonde en orbite autour de Mars qui récupère le signal du rover avant de le renvoyer vers la Terre. Les contacts avec la Terre ont lieu 2 fois par jour. Mais il faut 20 minutes aux informations pour parvenir jusqu'au rover ou dans la salle de contrôle. Une boucle opérationnelle assez longue qui peut être un obstacle au bon déroulement d'une mission. Si on a assez d'autonomie à bord, c'est bien, ça fonctionne. Mais si vous devez modifier le planning des activités du rover, ça se complique. Parce qu'on a 6 ou 7 heures pour se mettre d'accord avec les ingénieurs, les scientifiques et tout le monde afin d'organiser la nouvelle opération. Une journée sans recherche ni analyse, c'est du temps perdu pour les scientifiques de la mission qui doivent patienter pour faire fonctionner leur instrument. Une phase de stand-by frustrante. C'est pourquoi sur le terrain martien de Thales Alenia Space, Ciro Napolitano travaille sur le logiciel qui sera embarqué à bord du rover en 2018. Nous avons programmé ce véhicule que nous allons utiliser pour tourner autour de ce terrain martien. Il a été conçu pour pouvoir surmonter des obstacles comme ces pierres et pour pouvoir explorer le terrain. C'est notre station de contrôle. Au centre, nous pouvons voir le rover avec ses roues. Il y a 2 paramètres, la vitesse et l'angle. Sur Mars, ce rover pourra aller à une vitesse maximum de 5 cm par seconde. Pour ce test, nous utilisons 3 cm par seconde. Une vitesse très lente. En moyenne 180 mètres à l'heure. Le rover est donc le véhicule le plus cher du monde et aussi le moins rapide. C'est tout à fait normal. Sur Mars, il ne faut pas que le véhicule s'ensable ou se casse, car il sera impossible de le réparer à quelques 350 millions de kilomètres de la Terre. Et personne ne veut perdre Curiosity, le super rover américain qui a coûté 2,5 milliards de dollars. Après 8 mois de voyage, Curiosity atterrit sur Mars en 2012. C'est le plus gros de tous les rovers jamais conçus par la NASA. Son atterrissage est un succès, fêté par les scientifiques et le public américain. Curiosity, c'est un très gros rover, 3 mètres de long pour 2,70 mètres de large et plus de 2 mètres de haut. 6 roues motrices et une pile nucléaire pour l'alimenter en énergie. Curiosity roule sur la planète Mars depuis 3 ans et a fait des découvertes extraordinaires. On découvre chaque jour un paysage que personne n'a jamais vu. Notre robot est un robot géologue. Dans 1 cm², on envoie la puissance d'une centrale nucléaire. Pas moins de 7000 personnes ont travaillé sur le robot Curiosity. De 8 kilos de charge utile, il va emmener 90 kilos de charge utile. C'est énorme, c'est toute la science dont on rêve. Ce qui fait la valeur de cet objet, ce sont ses instruments scientifiques. Le fait qu'il roule, qu'il ait des antennes, qu'il ait une source d'énergie, qu'il ait des caméras, c'est important. Mais vraiment, sa valeur pour la science qu'on fait, c'est la charge utile des instruments. Parmi les instruments scientifiques à bord de Curiosity, 2 sont de conception française. Le SAM, un mini laboratoire d'analyse d'échantillons de sol, et le ChemCam, une caméra laser unique au monde. C'est une technique qui nous permet donc d'interroger la composition des roches des sols de Mars à distance. Un laser qui focalise sa lumière sur une roche, en crée un plasma, c'est une petite lumière à peu près à 8000 degrés, une petite étincelle, et elle regarde avec un télescope, et en décomposant la lumière de ce plasma, peut dire cette roche est faite de fer, de soufre, de titane, de barium, de lithium, ou même d'hydrogène. Le ChemCam est l'œil qui reconnaît les roches et qui guide un peu le rover. Après 3 ans de mission, on est déjà à plus de 250 000 tirs de ce laser. Chaque jour, une centaine de personnes dispersées dans le monde se réunissent pour une grande conférence téléphonique afin d'organiser le plan de travail du robot. Analyser ces roches cassées, c'est une opportunité que nous ne pouvons pas manquer.
À Toulouse, au CNES, l'équipe du ChemCam propose ce soir-là de tirer sur 3 cailloux martiens particulièrement intéressants. Objectif de la négociation avec la NASA, une durée de tir laser de 45 minutes. Mais là, ça y est, on vient de lancer les affaires. On a demandé 3 cibles, 3 roches, sur lesquelles on va tirer chacune 30 tirs 5 fois. Ça fait 150 tirs laser 3 fois, donc 450 tirs laser qui ont été programmés. On vient de le lancer et maintenant il faut qu'on raffine tout ça, les coordonnées des cibles, où est le soleil au moment où on les fait, où est le bras. Il n'est pas question de tirer sur le bras s'il est déployé, la stabilité du rover, son inclinaison, les ressources qu'il va nous falloir, la quantité d'énergie, la quantité de télémétrie, c'est-à-dire notre capacité à rapatrier les données qu'on vient de générer sur le rover. Voilà, on va travailler les ressources, on va travailler la sécurité. Et on est tous ensemble, c'est pas les Américains, c'est vraiment tout le monde, chacun son instrument. On est à peu près ce soir un peu plus d'une centaine à piloter ce rover et chacun donne ses instructions. Et on va essayer de rentrer dans un schéma pour que ça monte bien à bord d'ici quelques heures. Le feu vert de la NASA est donné. Il faut par conséquent programmer les 450 tirs du ChemCam. We have 135.4 meters until our next plan update. Alors en fait, tout est centralisé au niveau de la NASA, qui est placée à Los Angeles. Et donc on envoie tous nos fichiers le soir en direct avec eux. Et eux, ils remettent dans un gros ordinateur tous ces fichiers de tous les instruments pour voir que tout se passe bien. Et une fois que tout le package est rempli pour toute la journée, le programme de la journée, c'est envoyé au robot sur la planète Mars. Et après, il exécute, quand il va se réveiller demain matin, la séquence qu'on a programmée durant la nuit. Vous imaginez, on est 6 dans le monde à pouvoir faire des trous sur Mars, et c'est 6 Toulousains du CNES qui ont cette chance de pouvoir faire ça. On est un peu comme les pionniers qui creusaient les premiers trous d'une planète qu'on explore, et c'est vraiment une chance unique. Une chance unique pour 2 autres équipes françaises qui s'occupent du SAM. Cet instrument est en fait un laboratoire ultra sophistiqué, composé d'un spectromètre qui analyse les molécules, d'un chromatographe qui les sépare, et de 74 mini-fours. En clair, le SAM analyse des échantillons de sol martien. Et c'est le SAM qui a confirmé la présence d'eau sur Mars. En forant justement avec toute la panoplie d'instruments et le SAM, c'est lui le laboratoire qui a fait cette belle découverte, eh bien on a prélevé un peu de sol, on en a fait la cuisson, on a vu tout ce qui se passait, on a compris, mettant toutes les données ensemble, qu'à une époque, sur Mars, à l'endroit où nous sommes, il y avait un lac. Pas trop surprenant, on s'y attendait. Mais là, c'était assez peu profond. Un lac d'eau douce, c'est-à-dire c'était pas de l'eau salée. C'était pas de l'eau non plus acide ou basique, c'était de l'eau douce. On aurait pu boire cette eau, je pourrais dire que c'était de l'eau potable. Un lac, ça veut dire une atmosphère dense, quelque chose qui a duré, alors on ne sait pas encore combien de temps ça a duré. Avec un milieu à l'intérieur, là c'est un peu plus technique, on dit réducteur, avec des sources de carbone, d'hydrogène, d'azote, de soufre, de phosphore, tout ce qui finalement pourrait un jour faire la vie. En mettant tous ces paramètres physico-chimiques ensemble, on en a déduit que Mars a été habitable. Et ça, c'est une énorme découverte. C'est une énorme découverte parce que jusqu'il y a 2 ans, je pensais que dans le système solaire, il n'y avait qu'une seule planète qui a été habitable. D'ailleurs, elle l'est toujours. Elle s'appelle la Terre. Et bien maintenant, je peux dire que de mes 8 planètes, 4 petites planètes telluriques, 4 planètes géantes, j'ai eu, dans l'histoire du système solaire, 2 planètes habitables, probablement au même moment, la Terre et Mars. Pour les futures missions sur la planète rouge, la quête des scientifiques s'orientera vers le sous-sol. En effet, la NASA et l'Agence spatiale européenne ont comme prochain objectif de creuser à 1 ou 2 mètres de profondeur afin de rechercher des traces de vie. Des éléments à l'abri des rayons cosmiques, protégés par la couche martienne. Mais pour cela, il faut une super foreuse. Direction la Californie, chez Honeybee Robotics, une entreprise qui collabore depuis plus de 20 ans avec la NASA. La plupart de leurs équipements sont embarqués sur les landers et les rovers américains. Et ils préparent en ce moment la prochaine mission sur Mars, prévue pour 2020. Dans leur atelier, ils cherchent à mettre au point une technologie de forage profond, spécialement conçue pour la planète rouge. Il n'y a pas d'atmosphère, mais la foreuse en a besoin pour fonctionner. On en a besoin pour aspirer la matière, pour faire fonctionner le marteau et la foreuse. Ici, on utilise un système de câbles pour l'actionner.
La foreuse a été conçue pour récupérer des échantillons à 1 mètre de profondeur sous les surfaces planétaires. Elle a été conçue pour Mars. Sur la planète rouge, il y a beaucoup de radiation. Donc, si on veut récupérer des microbes qui ont été protégés des radiations, il faut creuser au moins 1 mètre pour les récupérer. Grâce à cette invention, les scientifiques devraient obtenir des échantillons de roches non exposés aux radiations et aux rayons cosmiques, et peut-être trouver des traces de vie. Donc sur Mars, on recherche la preuve que Mars a été chaude et humide il y a 4 milliards d'années, c'est-à-dire dans les premières centaines de millions d'années de son histoire, et ce qui est à peu près démontré à travers la découverte des argiles. Et après, on va s'intéresser à la découverte de carbone, ce carbone étant, la chimie du carbone complexe étant une étape nécessaire à l'apparition de la vie. Ensuite, on recherchera les traces de vie anciennes sur Mars. Ça sera l'étape probablement des 10 prochaines années. Après des années de recherche et d'observation, les hypothèses des scientifiques ont été confirmées. Sous la surface de Mars, au pôle Nord, on trouve de l'eau liquide. Une découverte qui révolutionne le monde scientifique et qui impacte l'objectif des prochaines missions. S'il y a de l'eau, il y a peut-être eu de la vie sur Mars. S'il y a de l'eau aujourd'hui, les astronautes pourraient l'utiliser pour leur propre consommation et pour cultiver de quoi se nourrir. S'il y a de l'eau, les missions extraplanétaires disposeraient d'une nouvelle source pour alimenter en énergie leurs robots et faire redécoller les navettes spatiales. Avec cette idée-là en tête, on pourrait arriver sur Mars ou sur la Lune avec des réservoirs vides. Puis, sur place, on fera le plein et on pourra rentrer sur Terre. Une station-service sur Mars ou sur la Lune. Un sacré pari en raison de l'éloignement de la Terre, mais techniquement envisageable. Alors chez Honeybee Robotics, les jeunes ingénieurs inventent toutes sortes de systèmes pour les prochaines missions. Imaginez que nous utilisons une foreuse comme celle-là. On fore, on récupère de la glace, des échantillons de sol, ici dans ce tube. C'est un petit prototype. Tout est piégé ici. Vous pouvez voir de l'eau là. Il y a de la condensation à cause des échantillons de sol. On met tout ça dans un réacteur. Ici, il est en plastique, transparent pour contrôler ce qui se passe. On chauffe le tout. On récupère et on isole l'eau qu'on stocke dans ce bocal réfrigéré. C'est comme ça qu'on peut extraire l'eau du sol et, stockant cette eau dans un bocal, vous pouvez en faire ce que vous voulez. On lance ensuite l'électrolyse de l'eau, les molécules se séparent en oxygène et hydrogène. Quand on sera capable de remplir les réservoirs des robots avec du carburant, la recherche planétaire prendra un nouvel envol. Les ingénieurs vont pouvoir laisser parler leur imagination comme Chris Zaki. Il travaille déjà sur un projet de retour d'échantillons de Mars vers la Terre. Plutôt qu'utiliser une foreuse qui ne capture que de la poudre grâce à un bras robotique, on va utiliser une foreuse capable de récupérer des échantillons de roches. Ensuite, on les stockera dans une cache, une boîte. On abandonnera ces boîtes un peu partout au fur et à mesure de l'exploration de la planète rouge. Quand cette mission sera terminée, une nouvelle mission prendra le relais. Une mission pour venir récupérer ces boîtes. Puis, on les installera dans une fusée qui sera lancée en direction de l'orbite martienne. À ce moment-là, une nouvelle mission prendra la suite pour capturer ces échantillons volants et les ramener sur Terre. Je pense qu'il faudra attendre 20 ans avant de voir ces roches. Pour nous, le Graal, c'est rapporter les échantillons de Mars. C'est d'aller sur Mars, prendre les bons échantillons, ceux qui donneraient la preuve d'une vie ancienne sur Mars, les rapporter sur Terre. Et après, la question, c'est est-ce que cette vie est basée sur l'ADN comme la nôtre ou pas? Et ça, c'est un énorme point d'interrogation. Le jour où on aura une réponse, déjà, on aura une autre vision de la façon dont la vie apparaît dans l'univers. C'est quelque chose qui est totalement inconnu. On n'a qu'un exemple, la vie sur Terre. Le jour où on aura un deuxième exemple, on va commencer à pouvoir généraliser sur la façon dont la vie apparaît dans l'univers. Le Graal semble désormais à notre portée, ou plutôt à la portée des robots. Mais pour cela, il faut envoyer de nouvelles machines encore plus performantes, plus polyvalentes. Sur Mars, les rovers sont devenus de plus en plus sophistiqués et ils ont bouleversé nos connaissances. De l'eau coule sur Mars aujourd'hui encore.
Cette planète serait donc habitable. A-t-elle été habitée? C'est désormais la grande question qui tracasse les scientifiques. Et pour y répondre, il faut envoyer de nouveaux robots. Après les rovers qui appartiennent à la seconde famille des robots de l'espace, les laboratoires élaborent la nouvelle génération de robots, les co-robots ou cobots, conçus pour travailler pour ou avec les hommes. Une nouvelle ère qui s'écrit au présent et une collaboration inédite dans l'histoire de l'humanité. En moins d'un siècle, tout a changé, sur Terre comme dans l'espace. La révolution technologique a bouleversé notre époque, et aujourd'hui tout semble possible, même dans l'univers infini. On a découvert les robots éclaireurs, les premiers aventuriers de l'espace, puis les robots laboratoires avec les rovers qui sillonnent les planètes. L'aventure se poursuit avec les robots collaborateurs, les cobots, que les agences spatiales comptent bien envoyer sur la planète rouge, car aujourd'hui, l'objectif numéro 1, c'est Mars, la planète la plus proche de la Terre, sa sœur jumelle. Les dernières découvertes excitent encore plus la curiosité des scientifiques. Vous me donnez un ticket pour aller vers Mars, j'y vais demain. Enfin, demain, c'est inimaginable pour l'homme. Mars est encore une destination trop dangereuse pour les astronautes, avec un voyage trop long. Personne ne maîtrise la technique pour mener à bien cette mission, mais pour autant, on s'y prépare. Dans les agences spatiales du monde entier, avec de véritables astronautes, mais pas seulement. Sur le terrain, partout sur Terre, des passionnés testent des scénarios de vie martienne. Selon les spécialistes, dans 20 ou 30 ans, la technologie sera mature pour emmener des hommes sur Mars ou en orbite de Mars, avec l'appui de nouveaux compagnons, les cobots. Sans eux, la mission est impossible. Une fois qu'on enverra les hommes, il nous faudra des robots, tout simplement pour les tâches très répétitives, à faible valeur ajoutée, pour ne pas gaspiller le temps de l'humain, et aussi le robot là où les tâches sont trop difficiles ou trop risquées. Plus complexes que les simples rovers, plus autonomes, plus intelligents aussi, ces robots travailleront en bonne harmonie avec des astronautes surentraînés. L'espace est un milieu très hostile, très dangereux pour la santé des hommes. On a donc besoin de machines pour faire une partie de l'exploration. Dans le futur, ces robots seront capables de reproduire des gestes humains très simples. Ils pourront préparer l'arrivée des hommes sur une planète. Dans notre laboratoire, il y a des interactions entre l'ingénierie et la biologie. Des cobots résistants aux radiations, aux températures extrêmes, au vide, et des cobots capables de travailler côte à côte avec les astronautes. Des cobots éclaireurs aux allures d'animaux ou des cobots techniciens capables de préparer des bases, étape essentielle pour la survie des astronautes et nécessaire pour notre nouvelle conquête de l'espace, là-haut, tout là-haut. Lausanne, sur les bords du lac Léman en Suisse. C'est là que se situe l'école polytechnique. Sur ce campus, 5 universités, 350 laboratoires et presque 10 000 étudiants issus d'une centaine de pays. Direction le laboratoire des systèmes intelligents. Ici, les chercheurs inventent les drones du futur. Inspirés du vol des insectes, ces systèmes pourraient être utilisés par des astronautes pour les aider dans leur exploration. Comme vous pouvez le voir, il peut rebondir. Il peut rouler sur les obstacles, ce qui lui permet de se guider en suivant le mur. Ce robot est super léger et ultra résistant au choc, comme le sont les mouches. Utilisé sur Mars ou sur la Lune, ce drone pourrait explorer des cavités inconnues et des zones aux reliefs accidentés, et serait capable de transmettre des données aux astronautes sans les mettre en danger. Gimbal est un robot volant qui ne craint pas les collisions, grâce à cette cage de protection. Elle protège le robot quand il se cogne aux obstacles. Quand Gimbal se cogne, la cage de protection tourne toute seule autour de la structure. Le robot est toujours dans une position stable. La trajectoire n'est jamais affectée et on peut continuer à voler. Dans un autre département de l'école polytechnique, les ingénieurs travaillent sur des robots au look radicalement différent. Des robots animaux, car ces derniers ont souvent des capacités d'adaptation incroyables. Il n'y a qu'une dizaine de laboratoires comme celui-là au monde. Ici, on filme les animaux, on les passe au rayon X,
afin de comprendre leur technique de locomotion. Et ensuite, on tente de transposer le tout à l'intérieur des robots. C'est très cher d'envoyer quelque chose dans l'espace. Il faut donc insérer dans les machines beaucoup de systèmes qui permettent de se déplacer différemment, de recharger des batteries, d'évoluer. Je pense donc que les robots inspirés des animaux qui ont de nombreuses capacités de locomotion sont des éléments clés pour l'exploration spatiale. Autre exemple avec ce robot salamandre. Les amphibiens sont intéressants car ils peuvent vivre à la fois sur Terre et dans l'eau et s'adaptent à chacun des milieux. C'est exactement ce qui intéresse Camilo. Son robot copie la façon de se déplacer d'une salamandre grâce aux 11 moteurs dans la colonne et aux 16 autres dans les pattes. Avec cette posture au ras du sol, on peut accéder à des endroits inaccessibles pour les autres robots. On peut passer dans des endroits très étroits, mais on peut aussi se déplacer autrement avec le même robot. C'est tout l'intérêt du concept de multilocomotion. Par exemple, ce robot peut aussi nager, sa colonne vertébrale le lui permet. On a juste un souci lié à la performance de ce robot. Les robots avec des roues sont plus performants pour se déplacer sur de longues distances. Si un rover peut emmener ce robot-là dans un endroit très spécifique, pour des tâches précises, je crois que notre robot est parfait. En clair, l'association de deux robots est un point clé pour la recherche extraplanétaire. Des cobots multifonctions et bio-inspirés, c'est aussi ce qui est développé à Brême, au Centre pour l'innovation robotique. Dans cette ville du nord de l'Allemagne sont implantés de nombreux laboratoires de robotique spatiale, et notamment le DFKI, spécialisé dans l'intelligence artificielle. Les chercheurs travaillent sur des programmes hétéroclites, en coopération avec les agences spatiales allemandes et européennes. Dans les laboratoires, on croise des robots humanoïdes, comme Ella, ou des robots animaux, comme Istruct, Krix et Mantis. Direction la salle blanche de l'Institut, où des tests sont réalisés sur une gigantesque menthe religieuse. C'est le projet Limes. C'est un robot à 6 pattes. Il peut aussi lever la partie avant de son corps pour effectuer des manipulations. C'est exactement ce qui est recherché pour l'exploration de Mars ou de la Lune. On a besoin de systèmes pouvant traverser toutes sortes de terrains accidentés, pouvant atteindre un objectif précis et capables de réaliser ensuite des tâches précises, comme par exemple la collecte d'échantillons ou la construction de structures sur une planète. Ce projet est soutenu par l'agence spatiale allemande qui voit dans ce robot insecte un atout pour les futures missions sur Mars ou sur la Lune. Si vous étudiez les menthes religieuses, vous verrez que c'est le seul insecte capable de réaliser des tâches plus ou moins précises. L'énorme avantage de Mantis réside dans ses pattes avant, qui sont aussi des bras robotiques extrêmement utiles et agiles. Ces bras constituent l'outil majeur pour toute mission dans l'espace, car ils sont la prolongation de la main de l'astronaute et reproduisent la dextérité humaine. Ils ont fait leurs preuves. Depuis des années à bord de l'ISS, le Canadarm est utilisé pour toutes sortes d'opérations. C'est aussi grâce à ce long bras robotique que le télescope Hubble a retrouvé la vue. Résultat, tous les ingénieurs travaillent sur ces systèmes d'apparence simple, mais en fait très complexes. Direction Wessling, près de Munich. Le RMC est le laboratoire de robotique de l'agence spatiale allemande. Des bras articulés, il y en a partout ici, montés sur différents types de robots. Des humanoïdes ou des rovers. Les spécialistes réfléchissent à la meilleure interface homme-robot pour les commander. Les uns préfèrent des joysticks, les autres des exosquelettes. L'objectif, c'est de commander ces robots en temps réel sur le sol martien ou sur la Lune. Des robots capables de reproduire le geste des astronautes à l'abri dans leur base spatiale. C'est justement le scénario qui est testé ici. Depuis 20 ans, les ingénieurs du DLR ont développé la technologie du bras robotique. Depuis quelques années, ils ont aussi conçu une main avec 4 doigts, parce que le 5e doigt est inutile et le fabriquer coûterait beaucoup plus cher. Et maintenant, ils travaillent sur le contrôle d'un robot par un autre robot. Pour se préparer, j'utilise deux systèmes différents.
tout d'abord un gant qui a des capteurs qui nous permet de mesurer la position des doigts, qui va être utilisé pour télécommander la main robotisée à distance. Et je me sers aussi d'une interface homme-machine à laquelle je vais m'attacher finalement, et qui va me permettre à la fois d'envoyer des commandes au robot, c'est-à-dire la position que je voudrais arriver à atteindre, et aussi ressentir ce que le robot ressent, c'est-à-dire que ce robot-là va essayer de pousser ou tirer ma main en fonction de ce que le vrai robot à distance va ressentir. Le retour de force, c'est ce qui permet aux astronautes de commander un robot avec beaucoup plus de finesse, et donc d'éviter d'endommager un équipement. Au sein d'une base spatiale, un vaisseau, c'est primordial. En appuyant sur cette pédale, je ressens le robot qui bouge à distance. Et je peux le déplacer. Et si jamais je vais en contact avec l'environnement, je vais ressentir sur ce robot-là un retour de force au niveau du poignet, ce qui me permet facilement d'aller rechercher le contact avec certains objets. Par exemple, je peux aller chercher un petit bouton et je peux ressentir la force que j'applique sur le bouton. Et si j'ai l'impression que c'est trop dur, c'est certainement qu'il y a une erreur et je peux m'arrêter ou je peux au moins prendre le temps de réfléchir. Effectuer une mission en dehors de l'ISS est extrêmement dangereux, extrêmement coûteux. Et il y a un grand nombre de tâches qu'un robot assez simple peut exécuter, typiquement manipuler des interrupteurs, vérifier qu'une vanne est bien fermée. Tout ça, c'est un travail qu'on pourrait préparer à l'avance, avant que l'astronaute se rende sur le lieu, et ça peut faire gagner du temps. En 2020, Space Justin devrait embarquer sur l'ISS et retrouver Robonaut 2, le robot américain. Pour travailler avec les astronautes, toutes les agences spatiales préfèrent développer des robots à forme humaine. Et la raison est évidente. On ne veut pas effrayer les humains en fabriquant des robots au look de Terminator, avec une face de métal et des yeux rouges brillants. Il peut y avoir des conséquences psychologiques pour les hommes. C'est pourquoi nous avons imaginé Ayla, un robot féminin. Il y a plein d'humanoïdes qui ressemblent à des Terminators. Nous, ici, on pense autrement, en utilisant délibérément des formes beaucoup plus douces. Les humanoïdes sont de véritables cobots, des compagnons selon la terminologie américaine. Ils sont capables d'ouvrir une vanne, un sas, d'appuyer sur un bouton, mais ils resteront dans les bases spatiales en orbite, en tout cas dans un premier temps. Sur le terrain, celui de Mars ou de la Lune, il faudra envoyer des robots animaux ou des rovers qui ont prouvé leur fiabilité, ainsi que des robots équipés de bras robotiques pour travailler, construire des habitats ou assembler des structures. Des machines très autonomes, capables d'apprendre du terrain grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Direction le Centre européen pour la recherche et la technologie spatiale aux Pays-Bas, l'ESTEC entre Amsterdam et La Haye. Les équipes du laboratoire de télérobotique préparent une expérience unique au monde. Un rover équipé de 2 bras va être télécommandé en temps réel depuis l'ISS, la station orbitale qui se situe 400 km au-dessus de nos têtes. On prépare les futures missions extraplanétaires. Des missions où les hommes resteront en orbite autour d'une planète et les robots seront à la surface. La présence humaine sera projetée dans les robots. Notre technologie nous permet de piloter les robots d'une façon très interactive et très intuitive. À bord de l'ISS, l'astronaute danois Andreas Mogensen va devoir utiliser un joystick avec retour de force pour commander le robot en direct. Le rover devra simplement insérer un tube de métal dans une structure, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Cette épingle doit entrer dans l'interstice. La marge d'erreur est de 100 ou 150 micromètres. Si vous faites l'essai, vous verrez que ce n'est pas si facile. Si vous n'êtes pas parfaitement aligné, ça n'entre pas. Il faut être extrêmement précis. Pour réussir l'expérience, une seule solution, se fier à ses sens. Le retour de force est une innovation importante parce que cela permet aux astronautes en orbite de ressentir ce que font les robots ailleurs, soit ailleurs dans l'espace, soit à la surface de la planète. Grâce à cela, les astronautes peuvent travailler normalement comme s'ils étaient présents sur place. Imaginez par exemple que vous teniez un œuf, que vous deviez faire un geste très technique, que vous deviez brancher un câble sur la télé. Eh bien, toutes ces tâches nécessitent que vous ressentiez la géométrie des objets que vous saisissez.
Ce que l'on transmet ici, c'est ce feeling et ça permet d'accomplir des tâches complexes. L'expérience reproduit un scénario qui pourrait se jouer dans quelques années entre un rover posé sur Mars et une station spatiale en orbite autour de cette planète. Dans l'ISS qui navigue à 28 000 km/h, l'astronaute danois dispose de moins d'1 heure pour réaliser l'expérience. Il ne connaît ni l'interface, ni le joystick et n'a jamais piloté le rover. Pour la première fois dans l'histoire de la conquête spatiale, un robot transmet ce sens du toucher à l'opérateur. Ce sens du toucher peut voyager sur des distances très éloignées entre la Terre et l'espace ou entre l'espace et d'autres planètes. Le succès de ce type d'expérience permet aux spécialistes de se projeter dans le futur et d'imaginer la construction de bases spatiales sur des astres. Sur Mars pour la NASA, sur la Lune pour l'Agence spatiale européenne qui voudrait y établir un village pour remplacer l'ISS lorsqu'elle sera mise hors service en 2024. Dès qu'on veut déposer des hommes, c'est un habitat, c'est des moyens de travail autour de cet habitat, c'est minimum de l'ordre de la dizaine, quinzaine, vingtaine de tonnes. On ne sait pas faire encore aujourd'hui, on y arrivera. Donc on pense que les premiers vols habités martiens seront des vols où les humains resteront en orbite autour de Mars. Pour pouvoir utiliser leur présence locale de façon effective, on pense qu'ils télécommanderont en temps réel des robots à la surface, comme on ne peut pas le faire depuis la Terre à cause de la distance qui nous empêche de piloter en temps réel, comme un pilote dans son avion qui agit sur une commande et tout de suite la gouverne bouge. Là, on pourra le faire depuis l'orbite martienne. Mais après les co-robots, ces robots qui vont assister les hommes dans leur mission extraplanétaire, il est impératif de s'intéresser à la quatrième et dernière famille. Des robots protéiformes qui seront éboueurs, ouvriers qualifiés ou pilotes de navettes. Dans 10 ou 20 ans, les hommes vivront dans l'espace grâce à toutes sortes de robots. Ce n'est plus une utopie, c'est une possibilité que les agences spatiales et les entreprises privées veulent saisir. Car l'espace est devenu un nouveau business qui génère des milliards de dollars. Il est loin le temps de la guerre des étoiles, où les États-Unis et l'URSS se partageaient l'espace à eux seuls. Aujourd'hui dans le monde, des dizaines d'agences spatiales et d'entreprises privées développent des systèmes pour rejoindre le cosmos, y travailler et envoyer des robots ou des satellites. Après le règne des robots éclaireurs, puis celui des rovers laboratoires et des cobots, il existe une ultime catégorie, les robots qui doivent s'occuper des autres robots et nettoyer l'espace. L'espace qui était vide de tout robot avant le lancement de Sputnik s'est rempli à une vitesse vertigineuse depuis 60 ans. Aujourd'hui, on dénombre plus d'1 million de satellites en activité et il y en aura 900 de plus dans les mois qui viennent. À ces satellites s'ajoutent des débris spatiaux et des milliards de météorites qui naviguent à la vitesse affolante de 30 000 km/h. Un débris, par exemple, de 1 mm de diamètre, c'est la même énergie qu'une boule de bowling lancée à 100 km/h. À long terme, si rien n'est fait, il se pourrait que l'infrastructure spatiale ne soit plus utilisable. La communauté internationale planche sur une solution globale pour lutter contre ces débris. Leur nombre augmente chaque année de façon exponentielle et menace les satellites si utiles pour notre quotidien. À terme, il va donc falloir nettoyer l'espace avec de nouveaux robots pour ne pas que les débris du ciel nous tombent un jour sur la tête. On a un objet catalogué donc de cette taille-là qui rentre tous les jours dans l'atmosphère. On a un gros satellite ou un gros étage qui rentre à raison de 1 par semaine. Et pendant la rentrée atmosphérique, donc ils chauffent énormément, ils sont freinés, ils sont fragmentés, tout brûle? Non, pas tout. Il peut survivre 10 à 20%, parfois 40% de la masse, qui donc impacte la surface du globe. Et ça, c'est le premier risque lié aux débris spatiaux, c'est le risque qu'ils font courir. On peut avoir une victime un jour. Le deuxième risque qu'il y a, c'est un risque immédiat pour un opérateur de satellite. Si on lance un gros satellite, il a à peu près 5% de chance de mourir d'une collision de débris pendant la durée de vie. Donc là, c'est un impact directement économique. C'est la technique développée par les ingénieurs d'Airbus Defence and Space à Brême.
Dans leur laboratoire, on teste la capacité du bras robotique équipé d'un capteur 3D à saisir toutes sortes de pierres, comme s'il s'agissait de débris perdus dans l'espace. On a des technologies qui sont assez similaires entre les problèmes de capture d'orbite dans l'espace, en orbite, et la saisie d'objets, par exemple sur une surface lunaire ou sur une surface martienne. Ça veut dire qu'on a encore ici un capteur trois-dimensionnel. Ce qu'on essaye de faire, c'est de combiner avec ce système l'approche autonome avec une approche manuelle. Ça veut dire que pour tout ce qui est exploration spatiale, on a un temps de communication qui est assez élevé entre la Terre et puis des astres éloignés. Ça veut dire que si on essaye de tout faire de manière manuelle de la Terre, ça prend beaucoup de temps pour chaque opération. Nous, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est avoir un système autonome, c'est-à-dire qu'il soit capable de lui-même de sélectionner des objets à saisir, de calculer leur position et de les saisir. Pour vraiment avoir cette flexibilité dans les opérations. Ce que l'on avait donc sur cette expérience, on a un capteur avec trois pinces pour les objets relativement simples comme des pierres. Ensuite, maintenant, quand on passe au système de débris en orbite, il nous faut des interfaces qui sont même plus complexes et on développe ce genre donc, de système capable de saisir ces débris orbitaux avec une géométrie complexe. Aujourd'hui, aucune législation internationale n'oblige les entreprises à retirer de l'espace les débris de leurs engins. Pourtant, nettoyer l'espace devient nécessaire, car chaque année le nombre de débris augmente considérablement et menace les satellites en orbite au-dessus de la Terre. Des robots qui ont coûté au total plus de 100 milliards de dollars. Ils menacent également le nouveau business de l'espace. Il y a toute une série d'entreprises qui se montent et qui essayent de développer ce nouveau business pour voir ce que cela va donner. Par exemple, certains se lancent dans l'exploitation minière des astéroïdes ou dans les missions privées sur la Lune. Des entreprises d'ici, mais aussi du monde entier. Et il y en a beaucoup. Parmi les plus connus, SpaceX, qui ravitaille l'ISS avec ses capsules Dragon entièrement automatisées et qui voudrait construire une base sur Mars en 2040. Mais il y a aussi Blue Origin, Virgin Galactic et bien d'autres. Et dans les Challenger, une entreprise suisse, Swiss Space System, dite S3, installée à Payerne. S3 veut envoyer de petits satellites dans l'espace pour 10 millions d'euros, soit 4 fois moins cher que la concurrence. Leur secret, des technologies réutilisables avec un avion et une navette spatiale entièrement automatisées. Une fois à la bonne altitude, la navette libère une capsule dans laquelle sont placés les satellites. Puis la navette atterrit tranquillement sur Terre, sans pilote. Aujourd'hui, le SOAR est dimensionné pour pouvoir lancer des satellites de 250 kg en orbite héliosynchrone, dite SSO, et à une altitude donc de 700 km. Ça représente aujourd'hui le marché du satellite de demain. C'est ce que l'on appelle ou ce que l'on catégorise dans les petits satellites. Et aujourd'hui, on assiste à un changement de paradigme du spatial satellitaire qui veut qu'on passe de très gros satellites de la gamme 1 à 3 tonnes lancés en orbite géostationnaire, donc à très haute altitude, de l'ordre de 36 000 km, que l'on passe de cette gamme de satellites et d'orbites à des satellites beaucoup plus petits, beaucoup plus légers, à des orbites plus basses et surtout à des satellites beaucoup moins coûteux. La navette doit être assemblée en 2016 et les tests commenceront en 2017. À cette date-là, un nouveau rover aura atteint la Lune. En 2007, Google a lancé un concours en direction du public doté de 30 millions de dollars afin d'envoyer un robot sur la Lune. Un rover capable de se déplacer sur 500 mètres, de prendre des photos en haute définition et de les renvoyer sur Terre. 6 équipes de 13 pays différents participent. Un premier défi avant d'envoyer à nouveau des hommes sur la Lune. Je pense que les grosses entreprises se lancent dans le business de l'espace parce qu'elles pensent en grand, parce qu'elles savent qu'elles peuvent se développer. Elles ont de véritables perspectives de développement. Aux États-Unis, les capitaines d'industrie investissent tous dans l'espace. Parce qu'aujourd'hui, c'est le nouvel Eldorado. Partout en Europe, en Asie, en Afrique,
les hommes veulent conquérir l'espace, marcher dans les pas de Gagarine et d'Armstrong, à la fois pour la beauté du spectacle, mais surtout pour les dollars à gagner. Parce que c'est rentable. 1 euro investi dans l'espace en rapporte 5. Et parce que là-haut, sur la Lune, Mars ou les astéroïdes, il y a du fer, du cobalt, du nickel, du silicate, du platine, mais aussi de nouvelles sources d'énergie. Certains experts estiment que ce business va peser des centaines de milliards de dollars. Alors aujourd'hui, les hommes regardent le ciel autrement. Pour sauver l'espèce humaine, il n'y a qu'une solution. C'est apprendre à vivre sur d'autres corps célestes. Dans quelques années à peine, l'exploitation de l'espace fera partie de notre quotidien. Et la richesse des astres viendra compenser l'inexorable appauvrissement des ressources naturelles terrestres. Des hommes vivront et travailleront sur la Lune, sur Mars et dans des bases spatiales orbitales. Et cette nouvelle conquête de l'infini ne pourra réussir qu'avec le concours de super robots toujours plus performants et encore plus autonomes.